dans les camps. Voilà, donc c'est un peu compliqué. Déjà, on a fait l'expérience avec les gouvernements de l'Union nationale qui n'ont rien donné. Un gouvernement de transition dans les conditions actuelles, il y en a eu également un autre groupe avec Monseigneur Ponjo qui a été... Vous parlez de Maître Kofigo. Maître Kofigo, voilà. Donc, vous voyez, c'est la situation là en ce moment. Je ne peux pas répondre tout de suite à cela parce que nous allons laisser comment je vais dire, ceux qui vont dialoguer et poursuivre leur travail, leurs travaux jusqu'à la fin, et nous allons pouvoir donc discuter encore sur les résultats de ce dialogue. Parce que maintenant le faire, c'est prophétiser peut-être dans le désert. Merci. Vous parlez de jusqu'à la fin. En 2006, la fin du dialogue était le moment où l'application devait être immédiatement prise en compte. Ouais. Et c'est à ce niveau que les recommandations demandaient qu'il y ait un Premier ministre et un nouveau gouvernement, un gouvernement d'union pour rapidement mettre en œuvre cela. Alors, donc, nous sommes au début des discussions. Alors, à la fin du dialogue, à quel niveau du dialogue vous direz-vous que les problèmes d'application soient pris en compte, ou à quelle institution sera conseillée cette décision? À quel niveau? Oui, je pense que déjà, quand il y aura un gouvernement de transition, d'union nationale, comme mon confrère de PNP l'a dit, c'est toujours les mêmes personnes qui vont être au pouvoir. Donc, ils ne laisseront pas le champ libre à ceux-là qui vont rentrer dans le gouvernement de pouvoir agir comment je vais dire, en relation avec les accords qui ont été signés. Donc, je pense que vers la fin de ce dialogue, ils vont sortir une feuille de route. Et c'est c'est avec cette feuille de route que nous pouvons peut-être intervenir pour rediscuter sur son application. Pour le moment, je rappelle, je vais reparler un peu de mon pessimisme. Je sais qu'il y a les élections législatives qui sont à nos portes, les élections communales également qui sont à nos portes. Le dialogue va traîner jusqu'à ce que peut-être la série va sortir un calendrier des élections. Les gens vont courir pour envoyer leurs candidats à ces élections-là, et ça va agir sur le dialogue. Ça va agir sur la suite du dialogue. Donc tout ça, je le dis encore, c'est un marché de dupes, c'est des pièges. Donc il va falloir, nous y sommes déjà dans le dialogue, il va donc falloir que nous puissions plutôt continuer par encourager les protagonistes à être plus sérieux, à être plus ouverts et à pouvoir être capables d'accepter des concessions. Pour le moment, c'est des conseils, des encouragements que nous pouvons donner. Le reste, je crois que nous allons continuer à veiller au grain. Répondre tout de suite serait pour moi mentir sur la réalité. Vous parlez il faut que les protagonistes soient sérieux, il faut veiller au grain. Est-ce qu'il y a une inquiétude au niveau des protagonistes? Vous avez deux groupes, à ce point de groupe, les protagonistes seraient l'opposition, le groupe des 14, et unir le parti au pouvoir. Alors, vous parlez de veiller au grain à quel niveau? Qu'est-ce que vous voulez insinuer par les protagonistes à être sérieux? C'est aux deux niveaux. Aux deux niveaux, c'est-à-dire que le premier niveau, c'est le régime en place, parce qu'eux, ils vont vouloir proposer une chose qui va être un piège, et qui va pousser donc l'opposition, le groupe des 14, à se mettre en querelle, comme d'habitude, à se tirailler sur des points, des virgules, des points-virgules. Et qui va finalement conclure que c'est le groupe des 14 qui est en train de faire en sorte que le dialogue n'avance pas.
Donc il y aura de petites pièces qui vont être mises sur le chemin. C'est ça, pour cela que je dis que nous allons veiller au grain. La diaspora, par exemple, va suivre de près, le peuple togolais va suivre de près, et à chaque fois rappeler chaque partie à l'ordre pour que le dialogue puisse se poursuivre selon le calendrier des médiateurs. Et ensuite, continuer par faire le plaidoyer auprès des médiateurs pour que il n'y ait pas d'écart ou qu'il n'y ait pas de dérapage des deux côtés. Merci. Alors, Monsieur Kalin, Léandre a parlé de ces inquiétudes au niveau des protagonistes, qu'il faut veiller au grain. Quelle est votre position par rapport à cela? C'est, mon frère Albert, c'est assez délicat. Et surtout en connaissant ceux avec qui nous avons affaire. C'est très très délicat. Moi, ce que je dis aux affaires politiques togolais, des tâches importantes nous attendent. Les tâches du développement attendent, l'état du développement attend notre pays. Je ne vois pas pourquoi on va prendre tout notre temps à discuter, à discuter, à discuter. Il y a un peu de bruit derrière quelqu'un. Je lance un appel au parti au pouvoir. Et ce que le peuple demande aujourd'hui, c'est dans l'intérêt de notre pays. Oui, mais précisément dans le cadre des dérapages, peut-être, monsieur, je pense que Léandre est en train de pointer l'inquiétude au niveau des protagonistes, qu'il faut veiller au grain à ce qui sera fait. Est-ce que vous avez une inquiétude sur ce que les deux groupes, ou chacun des deux groupes fera comme travail, et il y a nécessité de veiller au grain? Oui, c'est pourquoi je disais que je lance un appel au gouvernement. Surtout d'accepter toutes les propositions, d'accepter les propositions qui leur seront faites. Vous m'excusez, M. Albert. Moi, je ne vois pas une dialogue en train de réussir si, au bout de 2 ans, c'est-à-dire en 2020, on n'accepte pas de partir. Pour moi, le cas est bien. Bon, donc, je disais que le gouvernement doit accepter de mettre en application les conclusions du dialogue. Sinon, notre pays ira à reculons. Il y a beaucoup d'indices qui sont là, qui montrent que notre pays est en train de reculer. C'est un dialogue qui est basé sur le compromis et le consensus. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire aux deux côtés sur comment arriver à ce consensus et ce compromis? Moi, mon premier compromis s'adresse au chef de l'État. Ce qu'il a fait au bout de ces 3 mandats, il doit se retirer. Si lui le fait, vous allez voir que la situation va se décanter. Parce que c'est ça le problème au Togo. Alors,
Monsieur Léandre, dans le cas du compromis, du consensus, qu'est-ce que vous avez à dire aux deux groupes? Oui, je pense que à un moment donné, il faudrait que les deux camps puissent accepter de faire des compromis et voilà, de faire des concessions. Alors, au niveau du régime en place, c'est surtout à ce niveau que le problème se pose. Il va falloir que pour cette fois-ci, le régime accepte de faire des compromis. C'est-à-dire que si gouvernement d'union il y en aura, il faudrait quand même qu'on puisse offrir aux responsables de l'opposition des portefeuilles importants aussi. Je ne dirais pas de confier le portefeuille de la défense de la nation à l'opposition, non. Mais d'autres portefeuilles plus importants également. Et au lieu de confier, par exemple, les ministères de jeunesse et sport, de je ne sais pas quoi, les ministères de pacotille à l'opposition, ça va recréer d'autres problèmes. Il va falloir que, pour cette fois-ci, que le régime en place puisse accepter de faire avancer le pays en acceptant de faire entrer au gouvernement des cadres de l'opposition et à des postes de décision. Nous avons vu, de par le passé, des ministères qui en fait, n'avaient pas de... Comment je vais dire? Bon, moi, je les appelle des ministères de pacotille. Voilà. Donc, il va falloir que le régime accepte de faire des concessions, dans un premier temps. Et d'appliquer les accords qui vont sortir de ce dialogue, de ce énième dialogue. Deuxième temps. Troisième temps, accepter que en 2020, Faure ne se représente plus. Et au cours de ce gouvernement de transition, s'il y en aura, que les réformes électorales soient opérées et que peut-être une commission soit mise en place pour travailler sur la nouvelle constitution et qu'il n'y ait pas un référendum, parce que Baora l'a dit entre-temps, que le dialogue va permettre à ce qu'on puisse créer un espace de discussion et qui va aboutir à un référendum. Vous voyez? Donc c'est de la provocation. C'est pour cela que je dis que ceux du camp d'en face vont toujours être là à provoquer et à piéger les gens. Donc il va falloir que pour cette fois-ci, pour l'intérêt du Togo, que les deux camps acceptent. Maintenant, au niveau du camp de l'opposition également, que quand on demande 10 choses et qu'on nous donne 6, qu'on l'accepte, et petit à petit, nous allons avancer avec les autres points. Parce qu'il est arrivé à un moment où, à chaque fois, l'opposition, qui, quand le régime en place essaye faussement de tendre la main, ils passent le temps à se tirailler entre eux. Et le régime reprend sa main. Voyez? Donc, on a vu ça à plusieurs reprises, des situations où c'est entre le groupe de l'opposition qu'il y a des problèmes aussi. Donc, il va falloir qu'ils acceptent également des concessions pour que, parce que quand on parle de dialogue, on parle d'accord. Et quand on parle d'accord, en fait, c'est que j'accepterai de perdre un peu et de gagner un peu, et que l'autre aussi acceptera de perdre un peu et de gagner un peu. C'est ce qu'on appelle dialogue. Voilà. Donc je pense que pour cette fois, que les deux camps acceptent de faire limite. Merci. Beaucoup ont noté l'absence totale de la diaspora, que ce soit dans le comité préparatoire ou dans les listes provisoires qui circulent de gauche à droite. Êtes-vous au courant d'une invitation de la diaspora à ces assises? Trouvez-vous nécessaire que la diaspora soit présente à ces assises et quelles sont les raisons? Bon, à mon niveau, moi je suis le secrétaire général de Togo Debout USA. Nous n'avons pas été associés ni de près ni de loin à la préparation de ce dialogue. Je fais partie également d'autres mouvements de la diaspora togolaise et nous sommes en lien avec d'autres mouvements de la diaspora togolaise. Donc, on n'a pas eu vent
de l'implication de la diaspora dans le processus, ni dans la préparation, ni dans la tenue effective même de ce dialogue. Et c'est quelque chose que moi j'ai déploré dans un de mes audios pour dire que le régime en place et l'opposition ont toujours négligé le rôle de la diaspora dans cette lutte pour la libération du Togo, alors que la diaspora joue un rôle très important, non négligeable. Et il n'est pas, comment je vais dire, il est inconcevable que dans cette situation, que la diaspora soit mise de côté et ne soit prise juste comme le guichet automatique. Voilà. Donc, à mon niveau, je ne suis pas au courant. Peut-être que d'autres structures de la diaspora sont informées. Merci. Monsieur Canin, vous êtes représentant du PNP, secrétaire du PNP au Midwest aux États-Unis, dans la diaspora. Êtes-vous au courant s'il y a des associations de la diaspora qui sont invitées? Avez-vous noté l'absence totale de la diaspora dans l'organisation du dialogue? À mon niveau, pour le moment, non. Je ne connais pas d'organisation de la diaspora qui ait reçu d'invitation. Mais il y a une observation à faire. Mais pensez-vous quand même que c'était nécessaire d'avoir la diaspora impliquée dans cela? Oui. Mais quelle diaspora? Voilà l'observation que je voudrais faire. Que les camarades acceptent. Il y a un petit bruit là-bas. Tu remarques que bon, notre diaspora, par rapport à ses activités politiques, c'est maintenant qu'elle est en train de naître véritablement. Jusqu'ici, nous n'avons pas une vraie coordination à la tête de la diaspora. Donc pour vous, on ne doit plus, on n'a pas de diaspora, donc c'est pas grave, c'est ça? Non, laisse-moi terminer. Donc la question que je me pose, si on voudra inviter la diaspora du côté de l'opposition, quelle diaspora on va pouvoir inviter? Parce que nous avons plusieurs associations dans la diaspora qui ne sont pas encore arrivées à se fondre pour former, pour porter disons, les idées de la diaspora togolaise, les idées politiques de la diaspora togolaise. Donc, je crains que cela ne crée plus de divisions entre nous, que ça ne crée plus de frustration entre nous. Donc, je demande aux camarades de continuer la lutte, de continuer à faire fondre leur mouvement un à un, jusqu'à former une diaspora. Et dans ce cas, lorsqu'on aura invité la diaspora, on sait qui ira représenter la diaspora. Maintenant, il y a plusieurs associations dans la diaspora, laquelle on va pouvoir inviter. Voilà mon observation. Continuons la lutte, continuons de merge, comme les Anglais utilisent le mot. Merci. Nous sommes à la fin. Merci Albert, merci Silomé.com pour cette opportunité que vous nous donnez de nous exprimer par rapport à l'ouverture de ce dialogue. Je voudrais saluer ceux-là qui se sont engagés là-dedans. Je voulais également saluer ceux qui ont contribué
à ce que ce dialogue tienne. Je voudrais également saluer le peuple togolais qui s'est mis debout, grâce à qui ce dialogue tient aujourd'hui. Et je voudrais lancer un appel à la classe politique togolaise des deux côtés et aussi joindre ma voix à celle de Degli et de Monseigneur Kodro pour dire et pour appeler les protagonistes des deux côtés à plus de volonté politique, à plus d'engagement pour le Togo et non pas pour leur parti individuel, à plus de peine pour les Togolais qui souffrent depuis 51 ans. Également, encourager ceux-là qui continuent dans le combat, ceux-là qui se rétractent pour des raisons ou pour une autre, afin qu'ils s'engagent. Je voudrais déplorer le fait que la diaspora togolaise n'a pas été associée pour la simple raison que, bien que la diaspora togolaise est plurielle, il y a à la fois des mouvements de la diaspora et des personnes aux ressources. Au moins, la proposition pourrait être faite à la diaspora de prendre part aux discussions. La diaspora pourrait aviser. Mais aucune démarche n'a été faite à ce niveau. Je crois que les prochaines fois, il faudrait que la classe politique puisse penser à cela. Et j'encourage également la diaspora togolaise à se réunir, à se mettre ensemble, à s'organiser et à pouvoir porter la voix de la diaspora togolaise au sein d'une structure qui fédère toutes les autres structures pour que nous soyons plus forts et plus entendus au Togo et auprès de la communauté internationale. Merci. Monsieur Kalin, votre dernier mot. Merci, M. Albert. Je voudrais vous remercier pour l'opportunité que vous nous donnez aujourd'hui de nous exprimer sur la situation politique de notre pays. Merci à ici-le-mai.com. Merci à tous ceux qui se sont engagés dans la lutte. Et merci à tous ceux qui, sur le terrain, continuent le combat. Et je voudrais profiter aussi pour m'incliner devant les frères qui sont tombés, devant les frères qui sont toujours en prison, devant les frères qui sont toujours à l'hôpital, et tous les frères qui, pour une raison ou une autre, se sont réfugiés dans les pays voisins. Je leur apporte mes salutations. Pour terminer, j'invite la classe politique à comprendre que les défis qui attendent notre pays, le Togo, en particulier et en général les pays africains, que ces défis sont de taille. Nous avons à lutter pour notre libération économique, notre monnaie. Nous avons cette lutte là devant nous. Et ceux de nous entendre dans nos pays respectifs pour assurer l'alternance. Et comme cela, nous devenons un seul homme face au monde, face au nouvel ordre économique qui se joue dans le monde. Donc, je lance encore un appel à toute la classe politique africaine et togolaise et à toute la classe politique africaine de s'entendre pour relever les grands défis qui nous attendent. Merci.
Auditeurs d'ici Lomé, ce soir c'était avec Monsieur Komlan Kalin, secrétaire du PNP section Nebraska aux États-Unis, et Monsieur Léandre Apom, secrétaire général de Togo Debout USA depuis les États-Unis. Bonsoir.